Au Togo, Faure Gnassingbé laisse suffisamment, laisse les gens voler. Vous aurez dû remarquer que depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, 21 ans maintenant, tous les scandales financiers qu'il y a eu sous lui, personne n'a été inquiété. Ce combat qui consiste à dénoncer ces prévaricateurs de la fortune publique, c'est un combat qui, normalement, doit être compris par ceux qui, aujourd'hui, aspirent à gouverner le Togo demain. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. Aujourd'hui, dans cette émission de Djitri et Milaoué, le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté livre un témoignage fort sur les difficultés qu'il traverse en France en raison des menaces qui pèseraient sur sa sécurité à cause du régime de Faure Gnassingbé. Au-delà de sa situation personnelle, il revient également sur un sujet qui touche profondément le peuple togolais. La corruption et l'impunité qui gangrènent le pays depuis plus de 2 décennies. Selon lui, sous la gouvernance de Faure Gnassingbé, de nombreux scandales financiers ont éclaté, sans que les responsables ne soient véritablement inquiétés. Pour Ferdinand Haïté, dénoncer la prévarication de la fortune publique n'est pas seulement un devoir journalistique, c'est aussi un combat citoyen que devraient comprendre et porter tous ceux qui aspirent à gouverner le Togo demain. Une prise de parole forte, sans détour, qui mérite réflexion et débat. Oui, bonjour David. C'est vrai que... bonjour. C'est vrai que j'ai eu une semaine un peu agitée, mais bon, ça va. J'ai fait les démarches nécessaires auprès des services compétents par rapport à ce que vous savez. Et donc, c'est pas la première fois, donc c'est des gens qui savaient déjà. Et là, on en rajoute au dossier, quoi. Donc, c'est un pays qui est organisé. Il y a pas mal de mouvements, d'organisations puissantes de la presse ici qui ont des lobbies pas possibles. Et donc, je pense que tout le monde est mobilisé sur cette question-là, sur la question de sécurité, de la sécurité. Et le fait aussi que, en toute humilité, je suis quand même un journaliste qui a été distingué sur le plan mondial avec le prix mondial de la liberté de presse. Il y a pas mal d'organisations qui sont derrière. Et donc, je pense que ça va. On verra bien. On verra bien pour la suite, quoi. Le 13 janvier 1963, à 2h du matin, Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre à quelques mètres de l'ambassade américaine. J'ai consacré la semaine à ça. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, un sous-officier français de la garde présidentielle. Il faut pas les minimiser. Si vous les minimisez, si le mal vous arrive, c'est sur les 60 ans après, la vérité est il faut informer ceux qui sont chargés de révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Le vrai commanditaire de l'assassinat d'Olympio l'a monté au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Cliquez, téléchargez et découvrez la vérité. Voilà, ça c'est... En tout cas, ça c'est la vie de tous les jours, que ce soit au Togo ou ici. Vous savez, les régimes autoritaires, quand vous les combattez, ils n'ont pas de limite, hein. Ils n'ont pas de limite. Partout, ils peuvent vous éliminer, ils vont le faire. Vous avez vu le Rwanda, où Kagame est parti éliminer les gens partout, en Afrique du Sud, en Europe, un peu partout. Vous avez vu la Corée du Nord avec le président qui a éliminé son demi-frère en Malaisie. Donc, tout est possible. Le terrain politique, c'est pas seulement le territoire togolais. Le terrain politique va au-delà du territoire togolais. C'est l'espace dans lequel chaque citoyen togolais agit pour le bien-être de son peuple. Donc, voilà. Mais bon, ça va. On va pas tomber dans la paranoïa et ne pas mener nos activités, quoi. C'est ça. Sinon, ça va. Surtout pas. Il faut surtout pas leur faire ce plaisir-là. Non, pas du tout. Je pense que c'est ce qu'ils attendent, mais il ne faut pas leur faire ce plaisir. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Le drame, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu ici, qui ont même pratiqué des métiers ici, qui ont la nationalité française,
et qui veulent se rendre complices d'une atteinte à l'intégrité d'un journaliste. Vous imaginez le culot qu'ils ont? Et vous imaginez que ces gens-là, ils n'imaginent même pas un seul instant les conséquences qui pourraient leur arriver demain ou plus tard. Blaise Compaoré, il a juste, avec son frère, commis le crime de trop en assassinant Norbert Zongo. Ça les poursuit jusqu'aujourd'hui. Donc, ces gens sont des irresponsables. Mais bon, on verra bien. Sinon, ça va, je suis quand même content de vous retrouver et de voir que vous êtes mobilisés pour le live de ce dimanche. Merci beaucoup. Moi, je voulais souhaiter, vous verrez, qu'on essaye avec le temps d'identifier quelques personnes qui sont au-dessus de tout le brouhaha là pour mettre en place des think tanks, parce que il y a beaucoup de choses que nous faisons mais qui restent juste dans la masse. Mais ces choses-là, on a besoin de les approfondir. Les questions de corruption, les questions de la dette, les questions de la gouvernance, le foncier. Si on peut, selon les disponibilités des uns des autres, parce que c'est aussi ça le problème, mettre en place des think tanks, déjà archiver quelques documents importants, parce que c'est pour demain tout ce que nous faisons. Le plus, c'est pour demain. Aujourd'hui, on a l'impression que nous crions dans le désert, mais tout ce que nous faisons aujourd'hui va servir demain. Et qui pourrait imaginer que le parquet national financier en France allait ouvrir une enquête à la suite d'une vidéo qui a été faite par Thomas et sur laquelle on a travaillé. Et donc, demain, si vous voulez demander des comptes aux gens sur la gouvernance, il faut archiver des documents. Il faut créer des think tanks pour essayer de réfléchir à la question de la corruption, de l'enrichissement illicite, sur le foncier, qu'est-ce qui se passe dans le foncier, l'accaparement des terres, tous ces prédateurs-là qui sont chez nous, qui sont en train d'arracher les terres à nos compatriotes dans les villages et tout ça. Les multinationales, c'est quoi leur place, c'est quoi les contrats, si on peut les trouver. Et donc, et ça permet de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe là et que des gens travaillent sérieusement à produire une documentation assez réfléchie et que les lives occasionnels comme vos lives de samedi et le mien, plus d'autres lives ne seraient que des lives de sensibilisation, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on ne travaille pas assez. Il y a beaucoup qui bavardent, mais qui font pratiquement pas grand-chose, quoi. C'est le bavardage, tout le monde peut bavarder. Donc, c'est une suggestion que je suis en train de faire. On verra. Moi, à mon niveau, si j'arrive à recueillir des documents dont on a besoin d'analyser ou d'archiver, je vous les enverrai pour que vous puissiez les archiver. Et puis pour le reste, voilà, quoi. Donc, il faut qu'on travaille sérieusement. C'est là ma préoccupation. Voilà. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai ce que tu dis, c'est très important. En tout cas, hein, de ce qui concerne moi et Ditry, et tous les documents sur le Togo, c'est bel et bien archivé de notre côté. Hein. Voilà, tous les documents qu'on trouve sur le Togo, tout ce qui est, en tout cas, on a bien archivé, classifié, bon. Voilà, par catégorie, par domaine, par secteur. Voilà, moi dans le secteur de la santé, voilà, je sais qu'il y a tous les documents sur le Togo, éducation, tous les documents. Et voilà, on le fait. Peut-être d'autres ont encore d'autres documents, même les documents, hein, les contrats, certains contrats que tu nous as envoyés aussi, on les a archivés. Les rapports, voilà, tout ça. Voilà. Nous on les archive toujours. C'est comment nous organiser en compatriotes, sans nous adosser à une association, quoi que ce soit, ou à une organisation, et commencer par saisir les institutions. C'était par rapport à la question de l'OTR. Vous savez que la Banque africaine de développement, le FMI et la Banque mondiale sont des institutions qui interviennent régulièrement dans la gouvernance, dans les finances publiques au Togo. Et la question de la corruption au niveau des régies financières est un secret de polichinelle.
Ce sont des choses que nous savons, on sait d'autres choses qui sont plus graves que ça, mais à partir du moment où vous ne sortez pas d'éléments factuels, de preuves tangibles, les gens diront oui, c'est juste des allégations, c'est juste des histoires dormies debout, mais à partir du moment où on arrive à mettre la main sur un certain nombre de documents qui viennent attester les faits que nous avons, que nous alléguons souvent, je pense qu'il faut que nous saisissons ces institutions-là avec les preuves et leur demander, écoutez, vous accompagnez un gouvernement corrompu qui est en train d'entêter le pays sur des générations. Pendant ce temps, sur la question sur la mobilisation des ressources internes, il y a beaucoup d'argent qui sort du pays, qui enrichissent des fonctionnaires. C'est pas normal. C'est vrai que c'est des institutions qui ont aussi leurs propres faiblesses, où il y a des fonctionnaires qui sont corrompus, mais si nous faisons ces interpellations-là, je pense qu'ils seront obligés de mettre sous pression le pouvoir togolais. Parce qu'en réalité, pourquoi Fort laisse installer la corruption? Le système de Faure Gnassingbé, c'est comme le système de Paul Biya. C'est des régimes similaires. À la différence que Paul Biya est vieux, et puis lui fait jamais de conseil des ministres, mais Faure, il essaye de faire des semblants de conseil des ministres. Mais c'est le même système, c'est-à-dire on laisse des gens, des cadres voler suffisamment d'argent, et on arrête les gens que lorsque parmi les voleurs, quelqu'un a une intention politique, c'est-à-dire quelqu'un veut attenter au pouvoir du président. C'est ce que Paul Biya fait quand il arrête ses anciens premiers ministres, des ministres qui se sont enrichis sous l'opération Épervier. Pour la petite histoire, je suis allé plusieurs fois au Cameroun, j'ai participé à des projets au Cameroun, projets de l'Union européenne et tout ça, dans les années 2012-2014, et je sais ce que c'est que le Cameroun, je sais comment ils sont organisés là-bas, j'ai suivi même cette histoire de décentralisation au Cameroun, c'est là où j'ai compris que ce qu'ils voulaient faire au Togo, c'était le même piège. Et donc, au Togo, Faure Gnassingbé laisse les gens voler. Vous aurez dû remarquer que depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, 21 ans maintenant, tous les scandales financiers qu'il y a eu sous lui, personne n'a été inquiété. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont ces gens qui volent l'argent qui tiennent le système. C'est ça l'intérêt des dénonciations que nous faisons. Ceux qui volent l'argent que vous voyez là, à hauteur de toute la nation, c'est eux, c'est pas Faure qui descend pendant les élections dans les villages pour bourrer les urnes. C'est ceux qui volent l'argent là, dans l'administration publique, dans les sociétés d'État, pendant les campagnes électorales, c'est eux qui retournent dans leur localité, qui donnent l'argent aux jeunes, aux enseignants, pour bourrer les urnes. C'est ça la réalité. Et c'est ça l'intérêt de dénoncer ces gens-là. J'ai l'impression que même les politiques ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. C'est pas Faure qui descend à Zaou, à Tchamba, à Anéron et à Foucan pour bourrer les urnes. Dans toutes ces localités-là, il y a ce qu'ils appellent dans leur langage les cadres. Et ces cadres-là, ils sont dans l'administration. Directeurs de société, comptables dans un ministère, OTR, je sais pas, dans les régies financières. Et ces gens-là, ils s'enrichissent énormément. Ils ont tous les cartes de unir. Et pendant la campagne, chacun retourne dans son village, dans sa localité. Et quand ils retournent dans leur localité, c'est eux qui donnent l'argent. D'abord, ils font la campagne. C'est eux qui vont faire la campagne là-bas, qui vont persuader les populations de ne pas voter pour le changement, de ne pas voter pour les opposants, de faire ci, de faire ça. Et comme ils savent que les populations majoritairement tournent le dos au régime, quand il y a le vote, c'est eux qui font tout pour traverser les résultats. Donc pour donner de l'argent aux gens pour modifier les résultats ou bien pour bourrer les jeunes. Donc ce combat qui consiste à dénoncer ces prévaricateurs de la fortune publique, c'est un combat qui, normalement, doit être compris par ceux qui, aujourd'hui, aspirent à gouverner le Togo demain. Voyez-vous. Donc, moi, je pense que tant que on est, je sais pas comment le dire, tant que les gens, ils ont le voile sur leur visage, ils sont incapables de faire des analyses, de se projeter, de faire des analyses prospectives, de comprendre les enjeux. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et donc, voilà la raison pour laquelle on n'arrête personne. Mais
Et ce que nous pouvons faire pour mettre en difficulté le régime, c'est de saisir les institutions internationales. En dehors du fait que les dénonciations permettent de nourrir la colère du peuple contre le régime. Les dénonciations permettent au peuple de se dresser contre le régime, de dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous faites avec l'argent public? Mais il y a aussi une fenêtre de tir qu'on peut saisir, c'est d'interpeller les institutions financières en disant, mais écoutez, vous ne pouvez pas continuer par vous taire. Donc, moi, je souhaiterais que, en deuxième proposition, on puisse constituer un club, toujours un petit groupe fermé là où on met les compétences réunies et puis on saisit les institutions, des gens qui ont mis des milliards au Togo sur des projets qui n'ont pas abouti. Si on a les audits, on les saisit. Ça, c'est important. Donc, j'ai voulu partager toutes ces idées-là qui m'ont un peu... j'ai fait du brainstorming avec tout le week-end et toute la semaine. J'ai voulu les partager avec vous pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, quoi. Voilà ce que je pense. Okay, merci. Effectivement, ça c'est beaucoup d'énergie. Je suis conscient. Et c'est vrai que pour ce genre de travail-là, on ne peut pas se permettre non plus de faire ça à la légère. Ouais. Mais ce qui est positif, c'est que on a déjà les coordonnées de certains bureaux de plainte de tous ces organismes-là, que ce soit la Banque mondiale, le FMI ou l'AFD, qui sont normalement destinataires de ce genre de plaintes. C'est-à-dire que quand on remarque des dysfonctionnements dans certains projets, normalement, il y a des bureaux qui sont censés recueillir les plaintes des locaux, des autochtones. Donc, c'est vrai que c'est un travail qu'il faudra faire, mais moi, je veux dire directement que c'est un travail quand même sérieux qu'il faut faire. Et on ne peut pas se permettre de faire ce travail avec n'importe qui, parce que on va devoir, afficher nos identités directement. On va devoir se mettre vraiment à découvert. Voilà. Et de toute façon, il y a ceux qui peuvent être à découvert, il y a ceux qui, pour certaines raisons, ne doivent pas être à découvert. C'est important que nous puissions protéger certaines pépites, en ne dévoilant pas leurs données personnelles. Nous qui sommes déjà à visage découvert, qui sommes au front à visage découvert, il n'y a aucune restriction à assumer cette mission-là, parce qu'en fait, vous voyez, quand moi je fais mes lives chaque semaine, je fais tout pour recevoir le feedback. Je fais tout pour voir quel est l'impact que ce que j'ai dit aujourd'hui a eu sur la société, dans tous les domaines, au grand marché, un peu dans les casernes, dans certains milieux sécuritaires, et puis à l'université, dans certains secteurs professionnels. J'essaie d'avoir le retour. Et je sais l'impact énorme que le live de dimanche a eu sur la société. C'est comme comment je dirais ça, c'est comme un choc. Vous voyez, j'ai eu des remontées et j'ai eu même des gens qui ont entendu des confidences qui m'ont remonté en disant c'est tellement embarrassant, c'est tellement embarrassant, et que quelqu'un aurait dit il a l'habitude de sortir des choses, de dire les choses, on sait que c'est vrai, mais là, quand il commence à brandir les preuves là, publiquement, c'est qu'on va avoir des problèmes avec nos partenaires financiers. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose qu'on doit faire, vous voyez. Et donc, moi, je pense que ce travail-là, il y a quelques volontaires qui peuvent se mettre à disposition pour le faire. L'objectif, c'est de capitaliser déjà tout ce que nous faisons, le travail que nous faisons, les dénonciations que nous faisons. Il faut les capitaliser. Il faut les capitaliser. Et voilà. Donc, j'ai peut-être un peu monopolisé la parole. Je vous la redonne. Non. C'était utile de faire cette réflexion-là. De toute façon, comme Milawe l'a dit, nous archivons pas mal de choses. Même les analyses que nous faisons, tout est archivé. Donc, en temps opportun, on pourra mettre toutes ces analyses à la disposition pour qu'on puisse contacter qui de droit pour essayer de faire
le nécessaire. De toute façon, ça a déjà été fait à plusieurs reprises. On va continuer et aller encore plus au fond des choses. Mais ce qui est sûr, ce dont je voudrais rassurer tout le monde, c'est que nous avons pour la plupart l'adresse des bureaux, des institutions qui sont des partenaires financiers qui financent des projets au Togo, qui doivent normalement recevoir ces genres de plaintes. Voilà. Donc maintenant, il faut s'organiser pour que ces plaintes soient déposées à ces institutions-là par des groupes constitués, des personnes aux ressources, pour que cela puisse avoir un peu plus de poids pour la lutte. Voilà. Merci.